Allez, allez, let's go. Oh, non, non, dis-nous. Allez, on y va. Pas quoi? Let's go, encore. Encore 7. Allez, 1, 2, fuck, non, encore. Let's go, baby. Allez. Attends, les gars. Comment ça? Vous avez pris tous les poids à la salle pour faire les mollets? J'ai vu un body américain qui a dit que pour faire les mollets, il fallait soulever très lourd. Ah, très long, mon gars. N'importe quoi, vas-y, c'est bon, j'arrête. Ah bah oui, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le gars c'est instrument, il fait Mister Olympia en classique pendant des années. Évidemment que genre tout ce qu'il va dire, tu vas écouter. Parce que même moi j'étais tombé sur son poste, je vais pas le mettre. Ça sert à rien, on n'est pas là pour citer des noms, faire des clashs, de toute façon le gars va pas me calculer comme d'habitude. C'est instrument, tu vois, il fait des exercices, il fait les mollets assis, et il dit, vu que tu marches tous les jours, les mollets sont sollicités tous les jours, donc il faut les travailler en lourd. Et le gars est tellement magnifique, il a tellement des mollets de Superman, que genre même moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, il a raison, je vais travailler en lourd. Mais, heureusement, je suis revenu à la raison, je me suis dit, mais attends, mais non. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? C'est comme un gars qui a des pecs sans faire les pecs, il va donner des conseils que mes 5 exercices pecs pour avoir des pecs. Non. C'est au contraire, tu dois écouter un gars qui a une génétique pourrie, qui galère à prendre du muscle, et qui arrive à faire ça à ses élèves, ou peu importe. Là, tu peux l'écouter, ou quelqu'un qui a des preuves scientifiques, tu vois, du concret. Là, ce que le gars il a fait, ce que le gars il a dit, ça s'appelle la bro science. Donc Théo, mon petit loulou, t'as fait tes mollets en lourd comme le gars il a dit, je ne t'en veux pas. T'as fait cette erreur, tout le monde fait cette erreur, moi le premier, et je vais encore la faire, t'inquiète pas. Le sujet de la vidéo, c'est une question ultra légitime. Est-ce que je dois entraîner mes différents muscles à des charges différentes en fonction de la répartition de mes fibres musculaires, d'accord? Sachant que, tu prends un exemple, les pecs c'est 50-50 environ, fibres rapides, fibres lentes, d'accord? Est-ce que ça veut dire que 50% de la séance, tu dois faire un type d'entraînement qui va solliciter les fibres rapides, et 50% de la séance, un type d'entraînement qui va solliciter les fibres lentes? Quand tu vois ça comme ça, tu te dis, ouais, franchement, bah logiquement, ça doit être ça. Mais on va aller plus loin, les gars. On va regarder ensemble les trucs, on va amener tout ça à une réflexion ensemble, commune, et on va avoir une conclusion. Vous allez voir, c'est pas celle que vous attendez, mais le but de la vidéo, c'est vraiment qu'on s'améliore sur tous les niveaux. Bon, c'est une question qui revient de plus en plus, parce que ça fait pas beaucoup de temps qu'on connaît mieux la répartition des fibres de chaque groupe musculaire, grâce à des biopsies. Les biopsies, ça fait mal. Bon, j'en ai pas encore fait, peut-être un jour je vais faire, pour savoir le nombre de fibres rapides que j'ai dans mes mollets, mais je pense que c'est proche de 1%. Mais grâce à des biopsies, maintenant, on sait dans chaque groupe musculaire la répartition. Par exemple, le solaire, le muscle du mollet qui est le plus proche et le plus profond de l'os, plus proche de l'os, est composé à environ 80-85% de fibres lentes. Ça, c'est une des plus grandes exceptions en termes de répartition musculaire. Sinon, globalement, dans le corps, tu as du 50-50. Pec, épaules. Des fois, c'est du 60-40. Trapèze, c'est 60-40, par exemple. Après ça peut dépendre de chacun. Il y a des personnes qui ont plus de fibres rapides que d'autres. Il y a des personnes qui ont moins de fibres rapides que d'autres. Sans parler de conversion. Il y a les fibres de A qui peuvent se convertir en fibres de X, mais aussi les fibres 1 qui peuvent se convertir. Bon, et vice versa. Il y a tout un sujet sur la conversion, même un débat, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Sans parler de conversion, la répartition est plus ou moins 50-50 pour tous, avec des exceptions près. Les exceptions, on les connaît tous, c'est les freaks, t'as vu? Normal. Donc comme je disais, si tu restes sur la logique de ce que je viens de dire, un muscle est composé de 50% fibres rapides, 50% fibres lentes, la bro science serait de dire, bah, je vais faire 50% d'entraînement en fibres lentes, 50% d'entraînement en fibres rapides. Ça, c'est la bro science. D'accord? Ça peut être vrai, comme ça peut être faux. Nous, ce qu'on va faire ensemble, et ce qu'on fait souvent dans la chaîne, c'est on va voir la science qu'il y a derrière, les preuves qu'il y a derrière, les études qu'il y a derrière, de façon concrète, pour amener une réflexion commune. Là, je fais que de me répéter, super. Voilà. Bon, maintenant que j'ai établi le contexte de la vidéo, le sujet de la vidéo, on va pouvoir passer à l'acte, non, désolé. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, dans le cœur du sujet. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette vidéo, non pas à la vidéo en soi, à faire des recherches. Il n'y a pas énormément d'études sur l'impact du type d'entraînement selon la répartition des fibres musculaires type 1, type 2. Il y en a quand même assez pour te faire passer des nuits très longues, d'accord? Et j'ai tout lu,
D'ailleurs, j'ai vraiment tout lu, ça m'a pris beaucoup de temps, c'est pas simple, ça m'a pris beaucoup de temps, et j'ai filtré. Je vais vous expliquer ça très rapidement. Je vais diviser la vidéo en 3 parties. La première, je vais parler d'un cluster d'études, donc plusieurs études, sur l'entraînement sur des charges lourdes, et l'effet sur l'hypertrophie de type 1 type 2, VS l'entraînement à charge légère, les conséquences sur l'hypertrophie des fibres de type 1 et fibres de type 2. La deuxième partie, ce sera une étude qui est récente et qui focus totalement sur les mollets. Magnifique, TOC pour toi. Et la troisième, c'est une étude, pareil, récente, mais très juste, qui compare l'entraînement lourd vs l'entraînement léger et donne la conclusion sur est-ce que ça travaille autant les fibres rapides et fibres lentes, est-ce que ça a d'autres effets sur le corps que l'hypertrophie en soi, d'accord? Et une fois qu'on arrive à ces 3 étapes, on va arriver à une conclusion commune. C'est parti les gars. Donc la première étape, j'ai exclu les études majeures où le contexte d'application n'était pas bon. Par exemple, l'utilisation des charges légères, mais allant pas jusqu'à l'échec. L'utilisation de charges inférieures à 30% du 1RM. La différence de temps de repos, la différence de tempo. Et du coup, en faisant ça, j'ai exclu 9 grosses études, et j'ai gardé que les 2 plus pertinentes, d'accord? Franchement, sur les 9, t'en as, c'était pas très sérieux. Comme j'ai dit, ils pouvaient prendre 2 groupes de participants, avec des charges, ils faisaient les mêmes exercices, même charge, mais par contre, le temps de repos était différent sur deux exercices, sur 2 séances, où des fois, ils faisaient juste du 15% du 1RM, rien de significatif. T'as vu, tu pouvais rien en tirer de concret. Par contre, il y en a 2 qui sont très sérieuses, et on va voir ça ensemble. La première, de Mitchell, les participants faisaient du leg extension, d'accord? Utilisaient 80% du 1RM, 3 séries jusqu'à l'échec, nickel. L'autre jambe utilisait 30% du 1RM, 3 séries jusqu'à l'échec, d'accord? Jusque-là, c'est très bien. Le groupe qui utilisait 80% du 1RM a vu une croissance des fibres lentes de 16%, et les fibres rapides de 16%. Trop bien. L'autre groupe a observé une croissance des fibres lentes de 23% et des fibres rapides de 12%. Très bien. La deuxième étude de Morton, dans la deuxième étude de Morton, un groupe de participants utilisait un poids leur permettant d'être à l'échec entre 20 et 25 reps, d'accord, et l'autre entre 8 et 12 reps. Très bien. Donc on est sur du lourd hypertrophie et léger, quasiment l'échec musculaire. Le groupe qui utilisait des poids lourds a observé une croissance des fibres lentes de 13% et des fibres rapides de 18%, et l'autre groupe a observé une croissance des fibres lentes de 11% et des fibres rapides de 14%. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on constate avec ces 2 études? Déjà, on constate plusieurs choses. C'est que, avec une charge légère allant jusqu'à l'échec, tu as quand même les fibres rapides qui grossissent. Pas mal. Avec des charges lourdes, tu as les fibres lentes qui grossissent. Ça, par contre, c'est normal, parce que dans chaque mouvement, ce sont les fibres lentes qui sont d'abord recrutées. Ensuite, en fonction de l'intensité du mouvement de la charge, les fibres rapides de type 2A, puis de X, vont prendre le relais. D'accord? Et le troisième point qu'on peut retenir de cette étude, ou ces 2 études, pardon, c'est que la croissance n'est pas flagrante en fonction du type d'entraînement, selon les types de fibres. D'accord? Tu pouvais t'attendre à... Tu utilises des poids légers jusqu'à l'échec, donc forcément, tu te dis, ah, mes fibres 1 vont être vraiment sollicitées, donc il va y avoir une plus grosse croissance que si j'utilise des poids lourds. Mais en fait, non. En utilisant des poids légers jusqu'à l'échec et en utilisant des poids lourds, tu as une croissance des fibres de type 1 qui est quasi similaire. Et ça, je trouve que c'est un truc de ouf. D'accord? Bon, pour rappel, on parle ici d'hypertrophie, hein, d'accord? Donc, la conclusion de ces 2 études, c'est qu'on constate en moyenne une croissance similaire entre fibres lentes et fibres rapides. Je vous mets dans le tableau les chiffres exacts, avec des charges lourdes et avec des charges légères, 30% du 1RM jusqu'à l'échec. Bien évidemment, avec la charge lourde, les fibres rapides ont une croissance un petit peu supérieure, et avec une charge légère, jusqu'à l'échec, les fibres lentes ont une croissance aussi un petit peu supérieure, d'accord? Mais comme je l'ai dit, c'est pas flagrant du tout. Donc, si pour une pratique spéciale comme le power ou l'endurance,
quelqu'un souhaite développer plus ou moins un type de fibre, là par contre ça va devenir intéressant, d'accord? On rappelle que parmi les facteurs de croissance, il faut que la fibre recrutée le soit suffisamment longtemps pour créer une fatigue, un vrai stress, d'accord? Bon après, si pour une pratique spéciale comme le power ou l'endurance, tu souhaites développer plus ou moins un type de fibre, en rappelant que parmi les facteurs de croissance, il faut que la fibre recrutée le soit suffisamment longtemps pour générer une fatigue. Oui, développer spécifiquement les fibres rapides pour le power par exemple, ou l'explosivité, en prenant une charge lourde de 1 et de 2, en la recrutant suffisamment longtemps pour fatiguer les fibres, ouais, là c'est intéressant. Et il en va de même pour les fibres de petite lente. Si tu veux travailler l'endurance, tu vas prendre une charge qui va faire en sorte que tu vas solliciter les muscles assez longtemps, pour les fatiguer assez longtemps, pour ton sport d'endurance, d'accord? Donc ouais, là, ça devient intéressant de s'entraîner de façon lourde ou légère, par type de fibre, selon ton sport. Nous, je le rappelle, on est sur de l'hypertrophie, alias gonflette. La conclusion de cette première partie de ce cluster d'études, où j'étais 3/4 des études, et ça m'a pris une semaine, mais c'est pas grave, c'est qu'en travaillant spécifiquement telle ou telle fibre, l'hypertrophie n'est pas tellement avantagée, n'est pas tellement flagrante, d'accord? Tout ça pour ça, et oui. Deuxième partie de la vidéo, j'ai isolé une étude, parce que j'ai commencé la vidéo avec les mollets, il fallait bien que je parle des mollets, d'accord? J'ai isolé une seule étude, celle-là en plus elle était rare, elle était dure à trouver, assez récente, qui parle des mollets, d'accord? Cette étude réunit 26 participants, on dirait que je suis en train de parler du prochain Secret Story, sur un exercice qu'on kiffe tous, l'extension mollet unilatérale, incroyable. Donc une jambe utilisait un poids qui te mettait à l'échec entre 20 et 30 reps, et l'autre jambe entre 6 et 10 reps, ok? Ils bossaient 2 fois par semaine, pendant 8 semaines, les participants ont travaillé 2 fois par semaine pendant 8 semaines, 90 secondes de repos entre chaque série, 4 séries, allant vraiment jusqu'à l'échec, et une phase excentrique de 2 secondes, pour s'assurer qu'ils n'utilisaient pas le rebond, d'accord, qu'ils faisaient bien le mouvement. Jusque-là, étude parfaite. Donc on a mesuré la croissance du solaire, du gastrocnémien médial et du gastrocnémien latéral. Okay. On les appelle aussi les jumeaux. Ah vraiment, les jumeaux, on est dans Secret Story les gars, c'est un truc de ouf. On va aller droit au but sur cette étude. Les résultats ont montré que sur les deux types de charges, l'hypertrophie était similaire sur les jumeaux et le solaire. D'accord? Donc que tu poussais léger ou que tu poussais lourd, enfin les participants là, d'ailleurs big up à eux les gars, franchement vous avez souffert je pense, la croissance d'hypertrophie était similaire. Encore une fois, on arrive à ce que disait l'étude, les deux études précédentes, le cluster d'études, qu'il n'y a pas vraiment de différence flagrante entre fibre de type 1 et fibre de type 2 entraînées spécialement avec lourd et léger. Là on l'a sur les mollets en plus, de ouf. Donc là, sur plusieurs études, on a parlé uniquement d'hypertrophie. On a vu fibre lente, fibre rapide, entraînement charge lourde, entraînement charge légère, 30% du RM jusqu'à l'échec. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y a pas, dans la musculation, il n'y a pas que l'hypertrophie, d'accord? Il y a tout un tas de choses qui interviennent dans le corps, au niveau du métabolisme, quand tu t'entraînes. C'est par le biais de signaux. Et on va voir ensemble une dernière étude, d'accord, qui compare lourd vs léger, mais pas que sur l'hypertrophie. C'est parti. Donc dans cette étude, tu as 15 schlagus avec plusieurs années d'expérience en musculation qui ont effectué 2 protocoles. J'aime bien le mot protocole. 4 séries de leg extension à 30% du 1RM jusqu'à l'échec, 4 séries à 80% du 1RM jusqu'à l'échec. On analyse ici non pas seulement l'hypertrophie, mais aussi les marqueurs des dommages musculaires. On les appelle marqueurs CPK. J'en parle dans mon nouvel e-book qui sort maintenant tout de suite là. Je te conseille de cliquer tout de suite, c'est un truc de ouf. On parle aussi des gènes associés à l'inflammation, de l'atrophie musculaire. Il n'y a pas que l'hypertrophie, il y a aussi l'atrophie, hein, c'est drôle, le catabolisme, ça. Les niveaux de protéines associés à l'adaptation musculaire et le niveau de récupération sur les performances, le tout après 48 heures. Ça, moi, c'est tout ce que j'aime. C'était les hormones, tout ça, tout ce que j'aime trop. Donc, les mécanismes cellulaires de croissance musculaire étaient du même niveau. D'accord? Donc, tous
les protéines qui signalent clac clac anabolisme, que tu t'entraînes en léger, que tu t'entraînes en lourd, c'était du même niveau. Très intéressant déjà. Le seul truc qui était différent en termes de positif sur la charge lourde, c'était l'activation des quadriceps. Mais qui dit activation ne veut pas dire recrutement moteur et travail de fibre plus intense. C'est un autre sujet ça aussi, c'est un peu compliqué j'avoue. Le point un petit peu négatif sur l'utilisation des charges légères, c'est que ça a entraîné une diminution des performances et de la récupération pendant 48 heures après l'exercice, d'accord? Et évidemment, quand tu t'entraînes sur du lourd, les dommages musculaires étaient plus importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pas pouvoir refaire le lourd 2 jours après, 3 jours après, 4 jours après, 5 jours, ouais, logique. Qu'est-ce qu'on peut en tirer, ces dernières études? Qu'est-ce que les scientifiques en ont tiré? C'est pas que moi, hein, c'est les scientifiques. Elles confirment déjà ce qu'on a vu précédemment. C'est que s'entraîner à 30% du ARM et 80% du ARM peuvent mener tout autant à l'hypertrophie. Des fibres de type 1 et fibres de type 2. Dans cette étude, ils n'ont pas déchiqueté les quadriceps des gars, ils n'ont pas fait de biopsie. Ils ont juste mesuré, tu sais, avec le ruban, le centimètre, l'hypertrophie tout simplement, et ça suffit. D'accord? Donc, l'étude a montré qu'il faut utiliser de façon intelligente l'entraînement à l'échec sur les charges légères. Parce que 48 heures après, ça réduisait la récupération et aussi les performances. Ok? Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant sur comment manier l'entraînement lourd, comment manier l'entraînement léger. Ok, vous me suivez? Donc, si pendant 48 heures, ta récupération et tes performances sont un petit peu amoindries, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas faire un exercice, je sais pas moi, élévation latérale jusqu'à l'échec, tu vas y faire le lendemain ou sur le lendemain, de 1, tes performances vont diminuer, même si on s'en fout des performances, t'as vu, on est sur l'hypertrophie. De 2, ta récupération aussi va diminuer pendant 48 heures après le premier exercice, premier entraînement. Et ça, sur l'hypertrophie, c'est pas top non plus. T'as vu? Donc laisse 2 jours, laisse 48 heures de repos. Donc ça veut dire 2 jours complets entre l'entraînement 1 et l'entraînement 2. Si tu vas à l'échec à 30% du ARM. Encore une fois, les gars, je parle d'échec, le vrai échec, la vraie brûlure. C'est pas genre tu t'arrêtes, le vrai échec, c'est ça brûle. Tu vois? Là, on parle d'échec. Ok, donc l'avantage de l'entraînement léger à l'échec, d'accord, c'est que si tout va bien dans ton corps, et que tu développes bien ça va, le place pas, parce que ça va te fatiguer, ça va empêcher, ça va réduire ta récupération musculaire. Par contre, si tu as des petites blessures ou des douleurs, et si tu veux préserver tes articulations, ou si tu es déjà balèze, tu as les fondations, et tu en as marre de pousser lourd, vas-y, utilise cette technique, c'est très bien. Si tu es en train de construire ton corps, reste sur du lourd, mais place le repos adéquat. Tu fais une séance de lourd lundi, sur les pecs, va pas faire le camp à faire le lourd mercredi sur les pecs. D'accord? Tu ne vas pas constater de diminution de performance entre lundi et mercredi. Peut-être même que mercredi, sur ton coucher par rapport à lundi, tu vas pousser plus lourd. Ça, c'est normal quand tu fais du lourd. Par contre, avec le temps et aux 2-3 semaines, tu vas griller ton système nerveux, tes articulations, tes tendons, et tu risques de le blesser. Peut-être pas aussi, mais tu risques de te blesser. Et surtout, en fait, tu vas pas grossir, quoi. Tu vois? T'as pas assez de récupération entre les deux. Donc, cette étude fait une petite conclusion sur vraiment tout depuis le début. Il faut utiliser une variété de charges de travail, d'accord? Il ne faut pas se dire, ce muscle est composé à 50% d'eux, 50% d'eux, donc je vais faire 50% d'entraînement, machin, non. Sachant en plus que les fibres de type 2 sont plus sujets à l'hypertrophie, ouais, c'est sûr qu'il faut travailler un petit peu plus les fibres de type 2 si tu veux l'hypertrophie, c'est normal, mais tu peux les bosser et les solliciter et créer l'hypertrophie, les fibres de type 2, avec du léger en allant jusqu'à l'échec, comme avec du lourd, voilà. Utilise une variété des deux. Moi, ce que je conseille, ce que je fais à mes élèves, à moi le premier, et ça marche, vous savez les avant-après, c'est, premier truc, tu commences ta séance avec des exos composés, coucher, squat, dev militaire, peu importe.
Là, 75%, 80% du RM. Un deuxième exocomposé, ok. Au fur et à mesure de la séance, tu passes sur de l'isolation, tranquille. Tu peux placer des supersets, des drop sets. L'échec, de temps en temps, pas tout le temps, c'est pas super. Et si tu mets l'échec, vise à bien récupérer. Plus ton entraînement était intense, que ce soit métaboliquement ou au niveau de la tension mécanique, donc sur les charges lourdes, plus tu dois veiller à la récupération. D'accord ? Deuxième point, c'est la récupération. Troisième point, c'est la nutrition, les gars. Et c'est l'objet de mon nouvel e-book. J'ai passé 4 mois à l'écrire. Bioénergétique, étamine et nutrition. Ça change tout, surtout la nutrition autour de l'entraînement. Ça change tout, les gars. D'accord ? Donc même si tu fais tout bien là, de ce que j'ai dit, même ce que j'ai pas dit, tu fais tout bien au niveau de l'entraînement, si ta nutrition ne va pas, et surtout la nutrition autour de l'entraînement, ne te demande pas pourquoi, ne viens pas me demander pourquoi, demande pas à n'importe qui pourquoi, tu progresses pas, voire même tu régresses. D'accord ? La nutrition autour de l'entraînement, les gars, c'est hyper important. Si j'ai passé 4 mois à écrire un livre sur ça, c'est pas pour rien, c'est comme une thèse. Ça change la vie. D'accord ? Donc les gars, j'espère que cette vidéo vous a amené à une réflexion, vous a pas embrouillé. Si ça vous a embrouillé, je vous jure, dites-moi, je vais revoir ma façon d'expliquer les choses. J'ai essayé d'être clair et concis. Mais si ça vous a amené à la réflexion, les gars, j'ai tout gagné. Moi, mon but, c'est vraiment faire en sorte que vous cherchiez de vous-même, tu vois, vous commenciez à vous chercher de vous-même. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et après, les gars, n'oubliez pas, c'est la muscu, pas que la muscu, peace. And back and then back again. I would drive all night just for some food in the bag. For you, I would build a castle if I